Bonjour, dans le cadre de la Franchise School, aujourd'hui on va être avec Sarah. Avec Sarah, on va voyager dans le multivers. On va passer sur le Charles de Gaulle, oui, le Charles de Gaulle, mais on va aussi aller en numérologie. On va voir ce que les numéros disent de toi, de nous. On va passer aussi au travers d'un burn-out. On va passer au travers de la maison individuelle, de la construction et de ce que ça peut apporter. Bref, un parcours de vie incroyable. Vraiment, écoute cet épisode avec attention, je me suis régalé à le faire. Sarah, bienvenue. Comment ça va? Ça va. Un peu stressée, mais ça va. Oui, il faut pas. On est entre nous, il n'y a personne d'autre, tu vois, c'est un fond infini. On est toi, moi, l'infini et... C'est ça. Parle-nous un peu de toi, dis-nous qui tu es. Alors, moi, j'ai un parcours plutôt atypique puisque j'ai fait plusieurs métiers. Donc, mon tout premier, j'étais chef de cuisine dans la Marine nationale. Okay. Et embarqué, entre autres, sur le porte-avions Charles de Gaulle. Charles de Gaulle? Oui. Mais non. Ouais, bah si. Au tout début où il a été féminisé, avec les digicodes sur les portes et tout. Ok. Ouais. Ensuite, j'ai fait une reconversion pour faire naturopathe, éducateur de santé, puisque c'était en lien avec l'alimentation. Ensuite, j'ai fait un BTS négociation relations clients pour atterrir dans la vente. Et là, j'ai atterri dans la construction de maisons individuelles où j'ai commencé commercial, puis responsable commercial. À côté de ça, j'ai aussi passé un diplôme pour faire courtier en prêt immobilier. Ouais, ça s'arrête jamais. Et je me suis aussi formée, du coup, à la numérologie et aussi à l'hypnose, humaniste ericksonienne. Beaucoup de choses, ça. Ouais, un peu. Alors, avant d'entrer dans le détail de certains épisodes de ta vie, là, qui m'intéressent, est-ce qu'il y a souvent des personnes qui se cherchent et qui ont l'impression qu'ils ne sont pas normaux parce qu'ils ne savent pas où ils ont envie d'aller. J'ai même vu, il y a une fille qui est assez douée sur les réseaux, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est des gens qui ont un multipotentiel et qui en fait qui aiment faire plein de choses. Les pluripotentiels. Ah, ok. Je suis une pluripotentielle. Ok. Et comment tu le vis? Parce que j'imagine qu'avant de comprendre ça, tout à l'heure, il y avait une vidéo avec Watson qui disait qu'il faut comprendre les choses. Avant de comprendre qu'on est pluripotentiel, est-ce qu'au début on se dit mais qu'est-ce que j'ai? J'arrive pas à m'épanouir, j'arrive pas à rester au même endroit, je suis pas normal. En fait, on a l'impression d'être dans une caisse qui n'existe pas. C'est juste qu'en fait, le pluripotentiel, une fois qu'il a fait le tour de la question, il a envie d'apprendre. Okay. Voilà. Donc il passe à autre chose. Mais aujourd'hui, on a le studio on va ouvrir un deuxième studio là début septembre. En fait, tout ce que j'ai acquis dans ma vie aujourd'hui me sert. Donc en fait, ça sert bien à quelque chose. C'est pas par hasard qu'on fait un certain parcours. Oui, donc en fait, il y a un peu comme dans un jeu vidéo où l'aventurier il avance, au fur et à mesure il ramasse des trucs à droite à gauche. C'est ça. Pour peut-être arriver vers le boss final à un moment donné. Ouais, ça s'arrête jamais. Hein. Avec un pluripotentiel, moi, mon mari, c'est... Il y a toujours une nouvelle map. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un nouveau monde qui s'ouvre. Et quand on se dit super, je suis bien dans mes petits chaussons, hop, le pluripotentiel dit super, on a fait ça, hop, on va faire ça. Voilà. C'est vrai que après il y a des personnes, un pluripotentiel va avoir plus de mal à comprendre quelqu'un qui va procrastiner, qui va se dire non, je trouve pas dans ma branche et je vais rester dans ma branche. Voilà. Le pluripotentiel, il se dit s'il n'y a pas là, ok, je bondis, je me forme et je passe à autre chose. Pour commencer, la marine, cuisinière, chef cuistot à la marine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. J'ai commencé en bas et j'ai monté. Pourquoi t'es allé là-bas? La marine. Donc t'es en sortie d'études, j'imagine, sortie de bac? Ouais, j'avais un BTH hôtelier. Ok. Voilà. Ah donc t'as fait hôtellerie? Oui, j'ai fait un diplôme d'hôtellerie. Ok. Et plutôt que d'aller en restauration, marine? C'est ça. Pourquoi? Je me suis dit, on va dans un cadre, on va voyager, on va bouger. Ok. Ouais, parce que ça bouge, pluripotentiel du coup. Et je me suis retrouvée embarquée du coup sur le porte-avions Charles de Gaulle qui venait juste d'être féminisé. Donc j'ai commencé sur Brest et ensuite on est descendu sur Toulon. Très formateur, moi qui étais un tempérament plutôt impulsif, ça m'a très belle expérience. Quand tu dis féminisé, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne se rend pas compte. J'ai vu ça dans une série, mais à un moment donné, il y avait justement des femmes dans la marine. C'est aux États-Unis, mais c'est une série. Mais est-ce que c'est un milieu très macho alors macho, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que c'est un milieu très masculin? Et la marine? Alors, l'armée en général, c'est masculin. Et puis, c'est surtout que sur les bâtiments, moi, je me suis engagée en 99, il y avait très peu de marinettes. Ouais, ils commençaient la féminisation. D'où ils ont eu un petit peu peur et ils ont mis des digicodes sur les portes. Voilà, pour éviter qu'il y ait des choses un peu graves peut-être qui se passeraient. En fait, ça s'est super bien passé. C'est vrai que quand on est arrivé, nous, les féminines, sur les bâtiments, pour les anciens marins, ça a été compliqué de s'adapter. Voilà.
parce que les blagues, elles sont pourries, ça vole pas bien haut. Hein. Tu vas dire que nous, les hommes, on fait que des blagues pourries? Non, mais dans l'armée, c'est vraiment, ouais, c'est pas... Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Je le dis en rigolant, mais nous, on le vit au bureau aussi. Où des fois, tu es obligé de dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand on arrive à 5h du matin, qui sort des blagues un peu salaces, c'est peut-être pas le bon moment à 5h. Ouais, voilà. Après, c'est formateur. Hein. Donc, c'était une période de ma vie que j'ai bien aimée. Ok, donc Charles de Gaulle, mon inculture là, mais il bouge. Nous, quand moi je me suis engagée, oui, on a beaucoup bougé. Ouais. Ok, tu es allé où? Entre autres, on a fait Singapour, la Crète, mais c'est surtout que moi j'ai vécu le Charles de Gaulle quand on est parti après les Tours Jumelles. Donc on a fait 7 mois de mer et 4 escales. Ouais. Sur l'année 2002, on a fait 202 jours de mer. 202 jours de mer, 4 escales. Donc c'est combien de jours On a fait 78 jours de mer sans toucher le quai. Ouais. C'est comment? C'est une boîte de conserve. En gros, c'est ça. Donc les premières escales, on a fait Djibouti. Mais après, c'est formateur de vivre tous ensemble comme ça. Tu parles de meute. C'est une sacrée meute. Hein. Il y a 2000 personnes, tous ensemble. On avance tous ensemble. Ok, ça c'est un truc qui m'a... Et du coup, après, alors on va switcher un petit peu. Donc tu parles de BTS NRC, ouais, vente. Donc on passe de je prépare des plats, maintenant j'ai envie de les vendre. C'est un peu ça, sauf qu'entre-temps, je me suis formée du coup à la naturopathie. Voilà, éducateur de santé, accompagnement surtout sur la nutrition. La naturopathie, excuse-moi, je te coupe. La naturopathie par rapport à la nutrition. Alors il y a plusieurs types de naturopathie, sauf que moi en sortant d'un métier de bouche, j'étais plutôt dans la naturopathie avec l'alimentation. Qu'est-ce que c'est que la naturopathie? C'est éducateur de santé. Comme me disait Hippocrate, il disait que ton aliment soit ton premier alicament. Médicament, ouais. On parlait d'alicament à l'époque. Okay. Voilà. Donc du coup, on peut régler une grande partie de ces problèmes de santé juste en faisant attention à ce qu'on va consommer. Et quelle est la différence entre un naturopathe et une naturopathie? Naturopathe, c'est sur une formation. Moi, à l'époque, c'était avec Euronature. Et diététicien, c'est un diplôme d'État. Ok. Et qu'est-ce que si demain je dois choisir, et sans dénigrer parce qu'on a le choix. Le commun des mortels ne connaît pas forcément tout ça. Il y a les diététiciens, il y a les nutritionnistes, il y a les naturopathes, il y a je sais pas, peut-être d'autres choses qui accompagnent les personnes dans leur alimentation. Quel est si tu devais décrire la naturopathie? Alors, la naturopathie, on va prendre la personne dans sa globalité. On ne va pas faire de l'allopathie. L'allopathie, c'est la médecine traditionnelle. L'allopathie, on va faire du symptomatique. T'as mal au ventre, hop, on va donner du Spasfon. La naturopathie, on va demander comment en gros sont les selles, comment sont les urines. On va vérifier la langue. On va demander à la personne son mode de vie, comment elle s'alimente, si elle dort bien, si elle dort pas. En fait, on prend la personne dans sa globalité et on va mesurer son énergie vitale. Et avec ça, on va lui faire des conseils, voilà, puisqu'on peut pas, on fait pas de prescription, on n'est pas médecin. Hein. On va conseiller et guider pour l'alimentation. Et il peut y avoir aussi la partie dire à la personne d'aller marcher. C'est hyper important. En fait, c'est un tout. D'accord, comme tout à l'heure disait Kaline, c'est holistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste se dire bon, t'as mal à tel endroit, tu prends ça. On va essayer vraiment de comprendre parce que parfois le symptôme est quelque part, mais la cause est ailleurs. Et on parle aussi d'acidité du corps. Voilà, donc on va conseiller aux personnes de manger des aliments qui vont être alcalins, les pommes de terre, entre autres. C'est comme ça que j'ai découvert moi, la nutrition avec l'équilibre acido-basique. Oui, c'est ça, la naturopathie c'est la base. Ouais, équilibre acido-basique. Pareil, on va conseiller aussi les bains de pieds, les bains d'eau froide, les bains d'eau chaude, en fonction de la fragilité en fait, qu'on va retrouver au niveau des organes. Donc on va faire des drainages. 3 aliments alcalins qu'il faut que tout le monde mange. Je dirais la banane, la pomme de terre et la carotte. Et c'est là où les gens, il ne faut pas qu'ils confondent, parce que des fois les gens ils regardent la calorie ou l'indice. Le citron, en fait, il y a aussi le citron que quand on le. Voilà, il est hyper acide, mais en fait il est hyper alcalin. Voilà, alors que la tomate est hyper acidifiante. Moi tous les matins à jeun c'est aussi. Bah oui, et puis ça dépurifie le foie. Et le foie, hyper important. Le foie, c'est la gestion de la colère cachée. Oui, parce que je me suis aussi formée en biodécodage. Ok, on va en avoir des sujets. Donc du coup, il ne faut pas confondre le côté alcalin d'un produit qui va faire du bien au corps. C'est ça. Et l'indice glycémique, parce que parfois les gens ils vont regarder juste les calories en se disant c'est bon, il n'y a pas beaucoup de calories ou il y a un indice glycémique qui est bas.
Oui, mais est-ce que c'est un aliment qui va apporter du bien à ton corps ou pas? On est d'accord avec ça? Ouais, on est d'accord. Donc naturopathie, Ouais, vente de maisons individuelles. vente de maisons individuelles. Tu as bien vécu ça? C'était passionnant. Ouais. Ok. En fait, quand c'est une porte qui s'est ouverte avec mon oncle, là, qui est gros constructeur sur la région d'Occitanie. Et au début, je me suis dit, bon, on y va, parce que je voulais passer mon BTS, au bout du compte. Et je pensais pas que ce serait un truc quand même qui me plairait. Et en fait, je suis tombée dedans comme Obélix. C'était passionnant. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, on ne vend pas une maison, on vend un foyer. Voilà. Et donc, c'est tout un accompagnement. Et quand on fait bouger une famille, on fait bouger tout le monde. Donc, il faut penser à tout. Et donc, le pluripotentiel, pour lui, c'est génial parce que du coup, il a pensé à plein de choses en même temps. Et en plus, c'est le projet d'une vie, Et ouais. d'une famille. Ils ont économisé toute leur vie ou ils vont le payer pendant toute leur vie. Oui, donc c'est le projet d'une vie. Et en plus, en général, parce que moi j'ai eu une vie aussi dans le bâtiment, on te dit ta première, c'est sûr, les 2 premières maisons, en général, tu les foires parce qu'il y a des trucs que tu n'as pas mis où tu aurais voulu les mettre, comme tu aurais voulu les mettre, et à chaque fois, donc ça c'est ton rôle, j'imagine, de l'accompagner à faire en sorte de penser à certaines choses, non? Oui, alors après, c'est vrai que la construction de maisons individuelles, c'est quand même hyper structuré. Ouais, c'est hyper structuré. Et puis on vend, en tout cas, moi j'ai travaillé dans un grand groupe, on vendait la maison sur 2 rendez-vous. D'accord. Donc au niveau technique de vente, faut tout appliquer. Et ça m'a fascinée, du coup, je me suis formée à la PNL, au disque de Marston, à comprendre comment fonctionne notre cerveau. Okay. Voilà. Et ça, c'est fascinant. Donc, toujours dans l'éthique, par contre. Hein. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que dans la maison individuelle, il y a eu des trucs... Voilà, je le souligne, c'est qu'il y a eu des fois, j'ai refusé de faire les projets parce que ça mettait les personnes dans la galère. Ça allait dans le futur les mettre dans la galère. Oui, tout de suite, non, parce qu'ils allaient signer, ils allaient faire ça, mais dans le futur... Mais c'est surtout que quand on fait un projet de construction, on va tout calculer, mais les personnes, souvent, ils ont des enfants en bas âge, les enfants s'agrandissent, les charges augmentent, et arrivé à un moment, le 33% de quand 5 ans avant, c'est plus le même 5 ans après. Voilà. Donc c'était, dans ma vision de la vente, il y avait vraiment ça à ajouter, c'est-à-dire à expliquer aux gens, oui, aujourd'hui, oui, mais dans 5 ans, ça va vous mettre dans la peine, quoi, ça avancera pas. Tu te regardes dans une glace quand tu te couches le soir et le matin, on te s'entend bien. Ah ouais, moi, faut que je puisse me regarder dans une glace en me disant c'est bon Sarah, tu peux te regarder, tu n'as rien à te reprocher. Donc, et c'est compliqué de dire à une personne je vais pas signer parce que c'est quand même, dans ce métier-là, on fait des jolis salaires quand même. Et de se dire non, je ne ferai pas la vente. Un autre constructeur va la faire. Hein. Ton chef, il prenait comment ça? Mon chef, il a appris à me connaître. De toute façon, j'étais une très bonne vendeuse, mais avec éthique. Voilà, donc pouvoir se regarder, pour moi, c'est hyper important. Apporter quelque chose et du conseil aussi, c'est hyper important. Et parce qu'on vend une maison, mais on ne vend pas des maisons tous les jours. Donc le but, c'est derrière avoir du parrainage, de l'accompagnement et qu'ils disent que les clients, quand ils viennent vers moi, on leur dit tu peux aller voir Sarah parce que Sarah, éthiquement, si elle dit c'est possible, c'est que c'est possible. J'ai eu le même cas. Moi, c'était du photovoltaïque que je faisais. Et je sors de chez un client et mon chef, il m'appelle et je dis ce que je lui dis, mais je la vends pas. Je le vends pas. Il dit c'est pas les mêmes montants, mais c'est un peu dans le même style. Et il a pas compris. Mais c'était pas possible pour moi de vendre ça. Alors j'ai plus en tête là ce que c'était, mais je sais que je suis sorti de là. Je crois que c'était parce que c'est pareil, système de crédit avec. Et je disais mais le gars il était pas rentable en photovoltaïque. Je crois qu'il fallait qu'il se finançait en 10 ans. S'il finançait en 10 ans, c'est ça. C'était des prêts sur 20 ans. Et il fallait que l'installation puisse financer la production puisse être financée les 10 premières années. Pour qu'après, pendant 10 ans, tu rentres de l'argent. Et le gars, je crois qu'il était sur 15 ans ou 16 ans. J'ai dit, mais c'est impossible. Il suffit qu'il y ait la moindre réparation, il se remet dedans et ça ne marchera pas. 10 ans, oui. 7 ans, c'était génial. Au-delà de 10 ans, entre 10 et 12, tu réfléchis vraiment en fonction de ce qui s'est passé. Au-delà de 12, tu ne fais pas. En tout cas, c'est ma vision. Mais ton chef, il veut faire du chiffre, donc il te dit non, mais jamais la vie. Ah ouais, non, moi non, c'est pas possible. C'est bien, j'aime bien ça. Ouais, non, c'est pas possible. Et je rebondis sur les photovoltaïques parce que j'ai travaillé dans la construction bois et je faisais du panneau photovoltaïque. Il faut regarder combien ils vont payer, combien ils vont rentrer. Et il faut que la balance dans les deux, il soit quand même gagnant. Sinon, ça vaut pas le coup. On va aller au Japon. Et ok, donc maison individuelle, et pourquoi t'arrêtes? J'arrête parce que j'ai fait un burn-out. Mais non. Mais si, okay. Oui, ça arrive. Donc fond du seau, je me retrouve toute seule, j'ai fait plein de ventes, en gros, c'était un grand groupe qui a déposé aujourd'hui. Je me retrouve à un moment où je fais énormément d'heures et j'arrête pas de dire à tout le monde, je suis pressée comme un citron qui a bu du moins comme ça. Et tout le monde me dit, c'est un burn-out. Et moi je dis, non, c'est bon, je me lève encore le matin, je mets la sonnerie qui sonne 10 fois, je vais au boulot mais je pleure parce que je me dis, ça va être encore une grosse semaine. On faisait les salons, tout ce qui était présentation
représentation, enfin c'était sur une fin d'année très compliquée, et fin d'année il y a plein de représentations. Et j'assume tout ça, j'ai une collègue qui travaille avec moi, qui nous lâche, et là je me retrouve à avoir un secteur, en gros le Tarn et l'Aveyron, donc plus de 3000 km par semaine, et je suis fatiguée. Donc en fait, j'ai fait 6 mois au placard. Et donc dans mon cas, le burn-out, c'est-à-dire qu'on m'a mis à l'arrêt, donc encore le premier mois, je gérais mes dossiers parce que j'ai fait 4 ventes, j'étais trop contente et tout. Et je vois qu'en fait derrière, ça suit pas. Je fais le rendez-vous parce qu'en France, quand tu es un petit peu trop en arrêt, tu vas voir le médecin de la sécurité sociale. Donc j'arrive avec mon planning et tout, on me dit t'amènes tout, et donc j'amène tout. Et la dame, elle me dit non mais là madame, vous n'êtes pas prêt de reprendre le travail, vous êtes en burn-out. Et tu devineras jamais ce que je lui ai dit. Vous comprenez pas madame, je suis en train de perdre de l'argent. Mais véridique que j'ai dit ça. J'étais encore dans mon truc avec mes salaires, mon truc un peu du style t'as une super vie, c'est pas logique que tu sois fatiguée comme ça et que tu te plaignes. Et donc là, la dame, elle me dit « Non mais madame, vous allez revoir vos priorités et on se revoit dans 6 mois. » Voilà comment ça s'est passé. Et j'ai fait vraiment 6 mois au placard. Mais au placard. Donc au placard, c'est que tu te lèves le matin, tu te dis « Oh super, je vais faire la lessive, je vais faire à manger. » Et tu arrives le soir à 18h, comme tu as fait des petits cachets, tu n'as toujours rien fait. Voilà. Du coup, tu te culpabilises, tu te dis « C'est pas bizarre, mon cerveau, il veut plus suivre. » Tu te mets ta checklist et en fait, fin de journée, tu n'as rien fait. Sans jugement, le prends pas mal. Tu as fait de la naturopathie, tu es en burn-out et tu prends des cachets. C'était en off. Pourquoi sur le coup, vraiment, hein, c'est pourquoi tu n'essaies pas d'appliquer ce que tu as appris en naturopathie? Et à ce moment-là, est-ce que tu y penses? Tu dis, mais j'ai appris des choses, je vais essayer de les appliquer, tu les appliques pendant une semaine? Même pas. Tu n'as pas d'envie. Là, par contre, c'est 6 mois où j'ai fait. Au bout du 5e mois, quand même, je dis, bon, Sarah, faudrait ça suffit, là, c'est quoi, hop, là. Et je me ressaisis, j'ai mon ancien patron qui me rappelle pour un poste de responsable. Et là, je me dis, bon, allez, ça y est, on remet le pied à l'étrier. Mais par contre, je pose des conditions. C'est vrai que là, effectivement, comme m'avait dit, parce que j'ai fait un accompagnement quand même à côté, et je me suis dit, hop, c'est fini, on ne travaille plus les samedis, les dimanches, les jours fériés, hop, on met un cadre. Excuse-moi, tu dis, tu as fait un accompagnement. C'est-à-dire que pendant les 6 mois, tu as un accompagnement? Ouais, je suis allée voir je me suis fait aider d'un thérapeute. De ta volonté à toi? Ouais, de ma volonté à moi, parce que je me suis dit, bon Sarah, on n'est pas toujours bon pour soi, parce qu'en fait on va pas voir pour nous ce qui va pas, voilà. Donc du coup je décide, je me prends en charge, je vais voir un thérapeute et je travaille des sujets que je pensais qui étaient réglés mais qui n'étaient pas, donc du coup, je reconnais, hein. Et donc du coup, hop, je remets le pied à l'étrier. Mais je pose mes conditions, cette fois-ci, là je dis non, les mercredis je travaille pas et les week-ends c'est fini. Est-ce que tu arrives à couper? Figure-toi que je n'ai jamais fait autant de ventes qu'en travaillant 4 jours et demi par semaine. Et toi, tu y arrives et tu avais changé de cap? Parce qu'en fait, en général, les gens qui vont bosser le samedi, le dimanche et qui vont faire tout ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à couper. Ils ont l'impression d'avoir une culpabilité ou quelque chose comme ça quand on coupe et de devoir tout gérer. Là, tu as réussi. Tu es revenu en mode, le samedi, on ne parle plus avec moi, le dimanche, on ne parle pas avec moi, le mercredi, on ne parle pas avec moi. J'ai pris 2 lignes, parce que je faisais tout avec mon téléphone perso. Et donc là, du coup, j'ai pris une autre ligne qui me servait en pro. Et j'ai vraiment j'ai cloisonné. Voilà, et je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas le choix, sinon tu vas encore te perdre. Ça a super bien marché. C'est le jour et la nuit. Donc, et après, donc du coup, mon poste de responsable commercial, où je me suis éclatée, parce que du coup, je transmettais. Alors moi, je vais demander quoi? Parce que là, tu vois, moi, on a une équipe au bureau, tout le monde, et je suis plutôt quelqu'un qui ne croit pas, mais disons que je me dis, bon, allez, c'est pas je crois pas au burn-out, je sais que le burn-out existe, je sais que la dépression existe, mais vu que je ne l'ai pas vécu, alors j'entends de plus en plus parler ces derniers temps, là, j'ai regardé une vidéo, mais je me rends compte que je brûle des gens dans les 10 dernières années. C'est-à-dire des gens qui viennent, qui sont à fond pendant 2 ans, après au bout d'un moment, il faut qu'ils passent à autre chose. Quel conseil tu me donnerais, là, pour mes équipes? Tu vois comment ils bossent avec vous, tu vois qu'ils sont là, ils répondent. Par exemple, Julien, avec qui vous êtes en ce moment en contact, c'était le sujet, là, il était en vacances, s'il te plaît, arrête, coupe-moi ton téléphone. Mais lui me dit non, mais ça me plaît. Il me dit c'est moi, s'il te plaît. Donc moi, quel conseil tu pourrais me donner à moi? On est là, on est tous les deux. Quel conseil tu pourrais me donner pour faire en sorte que l'équipe soit performante, pérenne et épanouie? Moi, je dirais de les forcer à se poser. Je leur laisse pas le choix. Oui, parce qu'en fait, après, on s'y épuise. Moi, c'était une passion, mais c'était une passion dévorante. Et le problème, c'est pour moi, il n'y a que des solutions, hein, mais c'est qu'à un moment, il faut poser là-haut. Sinon, on déconnecte jamais, même si c'est une super passion. Il y a un moment, il faut savoir aussi un peu poser. J'ai mis en place, moi, un truc dans l'équipe, je leur dis que c'est congé limité. Et là, je leur ai dit, maintenant, 2 niveaux de congé. Congé, vous ne parlez pas avec moi. Congé, je suis off. Donc vous, en tant que franchisé, vous ne pourrez pas parler avec eux, mais je traite quelques dossiers. Et je suis un peu... parce qu'il y a toujours des petits trucs en retard et ainsi de suite. Et je leur dis, au moins,
Là, vous nous dites, là, je suis en congé off, je vous les prenez, vos 5 semaines de congé off. Personne ne parle avec vous, vous organisez, vous laissez le boulot, vous laissez le téléphone, vous laissez Telegram, vous laissez tout. Et après, je peux comprendre, parce que moi, je suis comme ça aussi. Des fois, tu es en congé, mais tu as des petits trucs à traiter le matin, tu es là, tu n'as pas envie de... Et j'ai dit, bon, j'essaie d'innover, j'ai dit à l'équipe, là, c'est tout récent, hein, c'est à part de la semaine dernière, où je leur ai dit, on va poser 2 niveaux de congé. Il y a le congé off qui sont obligatoires, vous me les posez, je les veux, je veux que dès le début de l'année, vous sachez quand vous partez, vous organisez vos vacances, et quand vous coupez, vous coupez. Et si vous avez besoin, encore différent, mais dans l'année, n'importe. Et un deuxième où, je pense à Nisrine, par exemple, là, c'est la dernière fois que je suis en congé, mais je suis là, je suis disponible, je vais traiter 3-4 dossiers, j'ai ça à finir, et je vais les traiter pendant... Je trouve que c'est un vrai sujet. C'est vrai que des fois, les gens sont tellement passionnés, ont tellement envie, mais ils ne se rendent pas compte qu'on doit courir un marathon. Donc en fait, ils veulent courir un marathon en tapant un sprint dès le début, c'est ça? Bah oui, mais il faut avoir des zones de récup pour tenir. Quand tu t'entraînes pour un marathon, tu t'entraînes, tu vas faire des kilomètres, tu as tes phases de récup et tu recommences. Et après, tu fais ton grand marathon. Mais ton marathon, si tu veux tenir dans la durée, il faut quand même prendre le temps de récupérer. Tu vas pas faire courir des côtes tous les jours. Donc tu vas faire des côtes, tu vas t'entraîner sur des petites pentes, tu vois, et après, au fur et à mesure, c'est ce qui fait que tu vas réussir ton marathon. Ou ton trail, c'est un peu à la mode le trail. Voilà, donc c'est important d'avoir des temps de pause parce que moi c'est ce que je dis, hein, même mes coachs, hein, toutes les 3 semaines ils ont un long week-end. Au début ils en voulaient pas, aujourd'hui quand ils l'ont ils disent pas non. Hein. Donc il faut forcer, on est d'accord. Au début ils veulent pas, mais il faut forcer. Ouais, et puis aujourd'hui, oui. Et puis après moi en management je suis plutôt sur un management de confort. Je veux que tout le monde soit bien. Donc tu veux prendre ton jour de repos, ok, bah là t'as ton long week-end, tu prends ton long week-end. Parce qu'au début c'était du style oui mais non mais on préfère l'avoir en semaine. Aujourd'hui là, dès que les plannings sortent, hop, je suis là, ok, donc hop, et ils prévoient leur week-end. On en a qui partent assez vite, d'autres ils redémarrent. Enfin je veux dire, on est proche de l'Espagne donc du coup, et c'est hyper important parce que derrière ils reviennent, ils sont à fond, encore plus investis je trouve. Donc du coup maison individuelle, t'arrêtes, burn-out? Ouais, burn-out, je reviens, je reprends un poste de responsable où je remets le cadre. Mon mari étant militaire, on part à La Réunion. Ok. Voilà, donc le départ à La Réunion, moi je connais, c'était très très bien, j'avais posé mon cadre et tout était nickel. On part à La Réunion, on aurait dit un cheval qui montait, qu'on veut rentrer dans un box, mais comme ça. Il veut pas y aller, tu sais, et du style non, je veux pas y aller, c'était vraiment ça. On atterrit à La Réunion, un séjour, on a fait de très belles rencontres, mais par contre un séjour pourri, on est arrivé dans une maison, c'était pourri, enfin tout était, voilà, mais on fait quand même un joli séjour, des belles rencontres. Fait comme je suis à m'ennuyer très vite. Donc quand tu dis séjour, on est parti 2 ans. Voilà. Ouais, c'est un séjour longue durée. C'est mission longue durée. Et donc on fait 2 ans. Vous êtes en base ou vous n'êtes pas en base? Vous êtes en... Non, nous on est 5, parce que j'ai 3 enfants. Voilà. On est logés au Tampon, voilà, en extérieur de caserne. Donc on a atterri, on devait passer une ravine, un truc de fou, entouré du coup que de Réunionnais. Et on a fait du coup, ça nous a permis de nous intégrer et de faire de super rencontres. Et là du coup, je me forme, je passe mon diplôme de courtier en prêt immobilier. Qui m'a aidé pour monter mes projets, du coup. Et je me forme, du coup, à l'hypnose humaniste ericksonienne et à la PNL. Ouais, c'était... Et du coup, l'hypnose, dis-nous... L'hypnose, c'est comme Astérix, c'est mon super truc. Donc, comme on disait, moi qui suis toujours dans vouloir comprendre comment ça fonctionne, en fait, notre cerveau, l'hypnose, c'est juste des mots. On met les personnes en état modifié de conscience, et juste avec des mots, on leur apporte un mieux-être. Les gens ils vont avoir l'impression que l'hypnose, c'est le pendule, tuer un chien et aboie. Attention, il y a 2 types d'hypnose. Tu vas avoir l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Celle qu'on voit à Mesmer et tout à la télé, c'est l'hypnose de spectacle. Voilà. Mais on ne fait que ce qu'on accepte de faire. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on va saturer le conscient. Souvent, dans les hypnoses de spectacle, on va demander à quelqu'un ou personne de se concentrer soit sur rapprocher les mains, soit lever avec les ballons. Et en même temps, l'hypnothérapeute, du coup, celui qui va faire le spectacle, il va parler très très vite. Donc on parle très très vite. On demande au cerveau de se concentrer sur le rapprochement des mains. Et donc du coup, le but, c'est de saturer le conscient pour pouvoir aller toucher l'inconscient. Il n'y a pas de magie. Hein. Voilà. D'accord, donc le moyen de toucher l'inconscient, c'est de saturer le conscient. C'est ça, voilà. Et c'est 10% de la population qui est très sensible à ça. Voilà. Donc, et dans les spectacles type Mesmer, on arrive à 30% parce qu'il y a des gens qui prennent leur billet dans l'espoir de vivre quelque chose, mais on ne fera jamais quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. C'est vraiment quelque chose, si la personne veut faire la poule, c'est que dans sa tête, tout lui va bien pour faire la poule. Okay. Voilà. Donc moi, j'ai fait la formation pour me former et surtout pour comprendre. Voilà. Donc je me suis dit, Sarah, tranquille, on est entre thérapeutes, c'est bon, tu peux te lâcher. Et donc moi, l'exemple que j'ai eu, c'est qu'il nous dit, quand je m'approche de toi, je sens pas bon.
comme s'il avait fait du... Et quand je m'écarte, je sens bon. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que t'as pas l'odeur, t'as le message. Donc quand il s'approche, instinctivement, tu as la tête qui tourne, mais tu n'as pas l'odeur. Tu as un message qui te dit « il sent bon, il sent pas bon ». Et quand il recule, tu as un message, en fait c'est ancré, qui te dit « il sent bon ». Voilà. Et donc quand il s'approche, l'inconscient est tellement bien fait que tu vas répondre, le conscient il va parler, il va dire « mais il y a un problème, je sens pas bon ». Il était là, mais non, mais du style « mais tu as dû faire beaucoup de sport aujourd'hui ». Tu restes toujours dans notre quête d'éducation, donc on va rester poli. Mais j'ai trouvé ça fascinant de comprendre comment ça fonctionnait. Tu as lu le livre Le pouvoir du subconscient? Moi, c'est un des livres qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai écouté en audio parce qu'en lecture, il est quand même il est costaud, il est assez dur à lire. Je l'ai beaucoup écouté en audio et même pas forcément d'un fil, prenez à différents moments. Et très largement cimé. Le cerveau, on n'en connaît que 10 ou 12%. Hein. Donc il y a tellement de choses à découvrir. Enfin, moi, ça me fascine. Donc ça, c'était le show. Maintenant, l'hypnose thérapeutique. Alors, l'hypnose thérapeutique, tu vas avoir 2 types d'hypnose. Tu vas avoir l'hypnose ericksonienne de Milton Erickson, qui hypnotisait les gens en leur lisant des journaux. C'était fantastique, tu te mets à côté, lisais le journal, et puis après, il a envoyé des inductions. Et ensuite, tu vas avoir l'hypnose humaniste. C'est Olivier Lecoeur qui l'a mise en place. Donc, l'hypnose ericksonienne, moi, en tout cas, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est mécanique, pour les phobies, les addictions, les compulsions. Voilà, c'est fantastique. Les pipi au lit, entre autres, pour les petits, c'est magique. Et après, tu vas avoir, tu peux l'utiliser pour les gros traumas. Un exemple, un accident de voiture. La personne, elle aura vu ses parents, s'il faut, qui vont passer de l'autre côté. Si on le fait en ericksonien, ça veut dire qu'on ramène la personne de 50 ans à l'âge de 5 ans. Voilà. Et elle va revivre tout ça. Donc moi, j'ai trouvé ça trop violent. Donc je me suis formée à l'hypnose humaniste. Et l'hypnose humaniste, on va travailler sur les enfants intérieurs, sur les chemins de lumière. Et, moi, je dis c'est plutôt l'hypnose des bisounours, parce que c'est plus roudoudou, plus doux. Mais au bout du compte, on arrive au même résultat. C'est moins violent. Et donc l'hypnose, les personnes ne sont pas que ce soit l'ericksonienne ou de l'humaniste, ils ne sont pas en situation d'hypnose comme quand on fait la poule. Ils sont en état modifié de conscience. D'accord, mais ils sont conscients. Ils se rappellent de tout. On ne déconnecte pas la machine. Hein. Non. Ils se rappellent de tout. C'est comme un rêve éveillé, sauf qu'on a les yeux fermés. On accompagne, c'est par la respiration, donc c'est assez, ce côté un peu spirituel. Si là, on prenait quelqu'un qui n'est pas initié, qui ne sait pas ce que c'est, tu lui fais une séance d'hypnose ericksonienne ou humaniste, il ne saurait pas que c'est de l'hypnose, on est d'accord? C'est qu'il a plutôt l'impression de faire une thérapie. Oui, on peut très bien dire que c'est comme une thérapie, mais il faut quand même afficher que c'est de l'hypnose. Oui, mais... c'est mon côté éthique. Oui, non, voilà, pour l'éthique, il faut l'afficher. Mais non, je dis ça parce que moi, un des séminaires que j'ai fait, su que plus tard, qu'en fait, le mec, alors il faisait de l'hypnose ericksonienne à des milliers de personnes en même temps, mais qu'il nous mettait dans un état d'hypnose. Mais moi, en l'ayant vécu, c'était pas... La première fois que je l'ai entendu, je me disais, mais j'ai pas fait la poule. J'étais dans un état de méditation un petit peu, c'est ça, d'accord? Moi, les personnes qui en ont jamais fait, je leur demande s'ils ont fait de la méditation, et quand ils me disent oui, je dis ça se rapproche. Voilà. On arrive à peu près sur le même stade, et après, surtout en ericksonienne, il y a tout un vocabulaire qui permet de glisser en état modifié de conscience. Et donc du coup, très bien pour les phobies, très bien pour... Les phobies, les addictions, les compulsions, les TOC, les pipi au lit, tout ce qui touche au mécanisme. Voilà. Donc après, on peut faire pour autre chose, mais c'est vrai que l'autre outil, je l'utiliserai plutôt en humaniste. Ça, c'est fantastique. Du coup, je l'utilise en gestion pour le poids. Comme on a les studios, les personnes, des fois, me posent des questions, parce que dans la gestion du poids, il va y avoir les deuils qui ne sont pas faits. Ça peut être des deuils de situation, des deuils de personnes qu'on a perdues. Il faut savoir que dans la gestion du poids, ça peut être un deuil qui n'est pas fait, c'est 10 kilos en 10 ans. C'est pas énorme, c'est 1 kilo par an. Mais des fois, on ne trouve pas l'origine et ça vient d'un deuil qui n'a pas été fait. D'accord, donc tu es en train d'expliquer que quelqu'un qui n'arrive pas à perdre... Ça peut venir de deuil. Parce qu'en fait, on m'a dit, l'important que tu vas faire, tout le monde sait qu'en mangeant le bon. Tout le monde le sait, on est d'accord. Sauf qu'il y a un moment où en fait, il n'y arrive pas à t'en empêcher possible, les gens n'y arrivent pas. Donc en fait, c'est qu'il y a un mécanisme intérieur, il y a une chimie intérieure qui fait que les gens ont envie, disent j'ai envie de perdre du poids, j'en ai marre de la personne que je vois dans la glace, ils ont peut-être la motivation, mais en fait, la machine n'avancera pas. On est d'accord avec ça? C'est ça. En fait, il y a des personnes qui viennent, même nous dans les studios, qui veulent perdre du poids, mais je leur dis c'est bien beau de vouloir perdre du poids. Déjà, c'est pas tant le poids qui est important, c'est de trouver le poids dans lequel on se sent le mieux. Il y a des mamans qui veulent retrouver le poids de quand elles étaient jeunes, alors que s'il faut, on oublie. C'est juste qu'il faut accepter. Il faut accepter le corps qu'on a aujourd'hui, mais il faut trouver un poids qui lui convienne. Voilà. Et ensuite, ok, il y a la nutrition, mais si elle fait plein de plans de nutrition, mais qu'à chaque fois, elle refait le yo-yo, c'est que derrière,
il y a une émotion. On parle du coup du poids des émotions. Voilà. Donc, et donc du coup, dans le poids, on va travailler. Du coup, c'est pas sur une séance, hein, les gens. Il n'y a pas de magie. Hein. D'abord, il faut la trouver, j'imagine, l'émotion. C'est ça. Et il faut aller chercher l'origine. Voilà. Et donc du coup, c'est plusieurs séances. Une fois qu'on a fait, en moyenne, c'est entre 4 et on va dire 4-5 séances au minimum pour avoir des super résultats. Ensuite, c'est le corps tout seul qui va faire ses mises à jour et la personne, elle va rien changer ses habitudes et elle va retrouver un équilibre alimentaire. Alors, il y a quand même un effort. Si elle continue à manger des Big Mac alors qu'elle travaille sur elle, il n'y aurait pas de magie. Hein, je ne suis pas magicienne. Oui. Mais par contre, si elle est dans un besoin d'aller mieux, de se sentir mieux, ça va se lisser tout seul. D'un coup, elle va se dire tiens, j'ai tout rééquilibré. Avant, je perdais pas et là, d'un coup, c'est un peu, mais ça va, ça fonctionne. Et il y a beaucoup Est-ce que tu penses que cette pratique-là est suffisamment reconnue en France? C'est connu, pas reconnu, est suffisamment connu du grand public? Alors, l'hypnose, aujourd'hui, elle vit quand même un bel essor, puisque c'est utilisé dans les hôpitaux, voilà. Ah ouais. Et c'est aussi remboursé par les mutuelles. Ouais, donc, il y a quand même une reconnaissance. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que la mutuelle peut rembourser les séances de... Oui, les mutuelles remboursent. Donc, une grande partie maintenant, de plus en plus. Ça s'est démocratisé. Et donc, après, continuer dans les pratiques peu connues, naturopathie, hypnose, numérologie. Donc, à la numérologie. Donc, tu es une championne des maths et tu jouais à déchiffrer des lettres, et c'est ça, la numérologie? Tu sais compter? Non, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que quand tu t'incarnes, c'est une somme de nombres. Okay. Voilà. Et donc, du coup, moi, quand je fais mes recrutements, je vais faire mes recrutements avec de la numérologie. Voilà. Parce que, en général, un nombre va avec un certain profil au travail. Donc, quand tu t'incarnes, d'accord qu'on parle de naissance, le commun des mortels, est-ce que ça se rapproche un petit peu de... La dernière fois, j'écoutais un podcast sur... si j'ai pas de bêtises? C'est pas pareil. Moi, je fais pas d'astrologie. D'accord. La numérologie, c'est tu vas t'incarner à ta date de naissance et on va tomber sur un chemin de vie. Le chemin de vie, c'est ce que tu as décidé de travailler dans cette vie-là. D'accord. Ensuite, tu vas avoir ton nom et ton prénom, avec les voyelles et les consonnes. Une va te donner ta carte de visite, ce que tu veux montrer au monde. Les voyelles? Ouais. Parce qu'on m'a dit les voyelles et les consonnes. Okay. Ouais, je sais plus. Il y en a un qui va donner la carte de visite, je crois que c'est les voyelles, et les consonnes, faudra vérifier. Et les consonnes, elles vont te donner ta vraie identité. C'est ce que je montre au monde et qui je suis. Parce qu'on a tous, dans la vie, on a tous un petit rôle à jouer. Donc c'est le rôle que je vais montrer au monde. Et ensuite, la carte d'identité, c'est qui je suis vraiment. Donc tu es en train de me dire, alors la date de naissance, on ne l'a pas contrôlée. Ouais. Enfin, pas mes parents en tout cas. Mais mon nom, mon prénom, on est d'accord, vont... te donner ta pièce d'identité et ta carte de visite. Ok, donc si ma carte de visite elle est éclatée, je peux me prendre qu'à mes parents. Non, mais c'est toi qui as décidé de t'incarner à cette date-là, ça. Ok, donc c'est la date et les noms et prénoms. Ouais, ça fait un peu perché, mais c'est un peu ça. Ok, non, mais c'est pour savoir ce que je dois leur reprocher ou pas. Je savais que j'avais des trucs à leur reprocher, mais je savais pas c'était quoi. Parce que moi, je m'appelle Adrien, on m'appelle tout le temps Adrien. J'ai pas compris, mais ils ont oublié la fin et ça a flingué ma vie. Ah peut-être. Il manque le E et le N. Il faudrait tout regarder. Mon frère, il s'appelait Adrien, H-A-D-R-I-E-N. Mon père, je pense qu'il a dû croire que c'était trop cher, c'est trop payant. Ouais, il m'a pas mis le E et le N, cet enfoiré. Ok, donc c'est tout par la date de naissance. Ouais, date de naissance, tu vas avoir ta date de naissance, ton nom, ton prénom, tu peux aussi ajouter l'heure dessus. Ouais, voilà, moi j'utilise surtout la date de naissance. D'accord, donc là tu as parlé que tu utilises pour le recrutement, mais tu peux l'utiliser pour d'autres choses, j'imagine, dans la vie. Ok. Comme quand j'ai signé le contrat de franchise qui était un jour à signature. La première fois on se voit. La première fois où on se voit pour signer le contrat de franchise et que on se croise, on discute et que je te dis, tu avais d'ailleurs un contrat à signer et je te dis d'ailleurs aujourd'hui c'est un jour à contrat, c'était un jour en 5. Ouais, donc un jour en opportunité, ouverture et voyage, donc du coup il fallait y aller. D'accord. Voilà. C'est comme le dernier contrat que j'ai signé le 8-8. À la bonne heure aussi. Et ça aide. C'est des petits déclics. Ok. Et du coup, tu disais par rapport au recrutement, parce que j'imagine typologie de personnes en fonction de... Et on va retrouver un certain nombre de typologies identiques. C'est ça. Un exemple, on a tous autour de soi Je vais partir par le 1. En fait, le 1, c'est dans les familles, on en a tous un, ou dans les amis, on en a toujours un. C'est quelqu'un qui a toujours plein de projets, mais qui les aboutit jamais.
Voilà. Je crois que c'est dans la... Il y a un film, comment ça s'appelle? La vérité, c'est jugement. Ah oui. C'est lui qui a toujours les projets, là, Ouais, je vais ouvrir une boucherie halal ou cachère et tout, et en fait, il aboutit jamais ses projets. Bah, ça, c'est le 1. Non, je crois que c'est dans. Ouais, voilà, il est en vérité, mais il est aussi dans. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà, c'est celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est le 1, c'est typiquement du 1. Le 1, c'est celui, il a toujours un super projet et tout, puis au bout du compte, on va avoir Robert. Alors, Robert, ton projet? Ah non, mais c'est bon, là, j'en ai un autre, il est toujours sur un nouveau truc. Ouais. Okay. Ça, c'est du 1. Et est-ce que le 1, il peut peut-être pas se prendre pour un multipotentiel? Le 1, il a du mal à aboutir tous les projets. Donc le 1, voilà, c'est bien qu'il se marie avec un 4. Comme ça, le 4, il lui permet de structurer et de construire ses projets. D'accord. Donc le 4, j'imagine, hyper structuré, hyper carré. Le 4, il rigole pas. D'accord. C'est le vrai papa. D'accord. Voilà, c'est construit un 4, on va dire qu'en gros, un 4 jeune, c'est le jeune qui va acheter les appartements à 21 ans, alors que tout le monde va lui dire, tout le monde est pompé up, pop. Bah non, le 4, il dit non, moi j'ai signé mon CDI, j'achète mon petit appart, et puis il va tout structurer sa vie. Voilà, c'est le 8, ce sont ceux qui ont une énergie vraiment qui se déploie énormément. Il faut d'ailleurs des fois mettre les freins, mais qui aboutissent tous leurs projets. Le 8, c'est 2 fois. Donc du coup, ça booste. Très bons commerciaux, les 8. Voilà, tu vas avoir... tu veux qu'on fasse ta numérologie? J'ai peur, mais vas-y. Prends mon petit téléphone. Parce qu'Alicia, j'ai pas de la faire pleurer. Ah bah dis donc, pas aujourd'hui, je suis trop sensible. Alors, ta date de naissance? 21. Ah, t'as du 12. Oh, chemin de vie 3. Très bien, chemin de vie 3. Faut que tout soit ludique et léger. Voilà. T'as du 4 aussi, puisque t'as 80, dans 1986, t'as le 8. T'as beaucoup de... Toi, il faut que ce soit ludique, il faut pas qu'on te prenne la tête. Il faut que ça aille droit, et il faut que ce soit léger. Ça te prend la tête... Je laisse de côté. Ouais, et puis alors le 3, c'est... il se barre. Il explique pas. Ça l'a saoulé, c'est bon. Il souffle, il se barre. Ça, c'est du 3. Et le 6, tu as beaucoup ton moteur, c'est la famille. Rien que là. Et le 9, donc tu as du 6, beaucoup de 6 et du 9, et tu es dans un métier qui te convient parce que tu aides les autres. Il y a beaucoup d'humanité dans la récurrence du 6. Voilà ce que je peux dire. J'ai pas fait le nom et le... Mais quoi, ça fait flipper? Ben oui, c'est hyper flippant parce que pour toi c'est naturel. Mais pour nous qui ne connaissons pas ça, au début, on te prend pour une illuminée, que tu nous parles de chiffres de 4, de 3, de 2, de 1. Il y a plein de gens, ils ont commencé la vidéo en disant ils sont illuminés. Et après, du coup, tu fais ta numérologie, tu dis merde, elle est en train de me décrire. Ça, je te demandais si c'était un peu comme l'astrologie, parce que j'ai écouté un podcast sur l'astrologie. Alors, ça peut être lié, mais c'est vrai qu'en général, il y a l'astrologie d'un côté et la numérologie de l'autre. Mais la numérologie est hyper cartésienne. Hein. Donc, Oui, mais alors, tu vois, quelqu'un qui est cartésien, il va te dire comment tu peux me dire cartésien déjà quand tu as commencé une phrase en disant incarné. C'est déjà un cartésien il va dire non, moi je suis pas incarné, c'est un spermatozoïde qui a fécondé une ovule et qui a eu des contractions le 21 décembre 1986. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, tu vois. Mais ok, donc et du coup. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, là, toi, tu viens de me le faire, est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir un accompagnement pour essayer de comprendre un peu sa numérologie ou aujourd'hui, avec les outils qu'il y a? Aujourd'hui, avec ChatGPT, t'es pas mal, quoi, tu vois. Mais le 3, c'est pareil, t'es pas quelqu'un à rester dans un bureau. Faut que ça bouge. Un 4, oui, il est bien dans son bureau. Mais le 3, il va un peu au bureau, il sort, il faut que ça s'amuse, hop. T'aurais pas pu rester enfermé, c'est pas possible pour un 3. Ouais, c'est sûr. Ok, et du coup, alors ça peut servir à quoi? Donc tu parlais tout à l'heure de recrutement, ça doit, j'imagine, dans la vie de couple, essayer de comprendre, parce qu'en fait, il y a aussi le principe de comprendre la personne qui est face à nous. Moi, j'ai pas pris le meilleur chiffre. T'as pas pris le meilleur chiffre? Ah ouais? Non. Tu connaissais pas la numérologie avant? Non, ouais. Non. J'aurais dû réfléchir avant. Non, c'est trop tard. Il n'y a pas de clause. Non, j'ai pris un 5. Un 5? C'est quoi le 5? Alors, le 5, c'est un très bon chiffre. Hein. Ouais. Sauf que le 5, tu l'envoies faire les courses, il voit qu'il y a trop de voitures, il rentre. Voilà, il arrive à la caisse et il voit qu'il y a 3 caddies, l'autre ça l'a saoulé, et c'est bon. Ouais. Et il rentre. Et tu lui dis, mais ils sont où les courses? Ouais, c'est bon, on verra demain. Non, mais on n'a rien à manger. Ah, bon, on va faire avec ce qu'il y a. Non, il trouve toujours une solution. Hein. Okay. Voilà. Et c'est le 5, c'est dans tous les excès. Okay. Voilà. Ça va en soirée, ça tombe en embuscade, ça ne sait pas s'arrêter. Il n'y a pas de juste milieu. Le frein à main n'existe pas. Et toi, t'es quoi? Alors moi, je suis en maître nombre, je suis en 2-11. 2-11, ok. Ouais, j'ai pris un petit joker sur cette vie-là. Okay. En gros, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en gros, alors, je vais passer pour une perchée. Ouais. Quand tu as fait toute la roue de 1 à 9, tu choisis en gros un petit peu quand est-ce que tu redescends. Et donc tu redescends avec un petit booster. Ça veut dire que tu es une vieille âme.
pour les perchés, pas perchés. Voilà, donc du coup, en 2-11. Donc, ouais, dans cette vie-là, parce que moi, j'ai fait toute ma roue, tout mon truc, c'est l'entrepreneuriat qu'il faut que je développe. Voilà, je suis en plein dans l'entrepreneuriat. Du coup, ça m'amène à mes questions, parce que là, vous êtes sur le deuxième studio. Ouais. Je dis pas de bêtises, on est aussi sur un projet espagnol. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, vous voyez où? Là, je parle avec toi, mais t'es pas seul, t'es marié, tu te vois où dans 5 ans? Vous voyez où dans 5 ans? À nous, le must dans 5 ans, c'est on vit en Espagne et on a quelqu'un qui nous gère les 2 studios en France. C'est un peu notre rêve, hein, l'Espagne. Donc sur la Costa Brava, voilà, parce qu'on y est tout le temps à la Costa Brava, donc plutôt sur la Costa Brava. Ouais. Qu'est-ce que tu attires là-bas? Le soleil et la vie espagnole, quoi. C'est vivant. Le mode de vie, on y est tout le temps. Hein. Le soleil, je trouve que c'est un élément hyper sous-estimé dans le... Non, mais ça t'amène le moral quand même, hein, que quand tu ouvres tous les jours à étaler le temps pourri. Bon, après, vous êtes dans le sud-ouest et vous n'êtes pas trop... Ouais, mais on a eu un hiver long. Ouais, trop le tard, on a eu un hiver long. Donc du coup, non, le soleil, le mode de vie, le côté jovial, ils sont plus légers quand même en Espagne qu'en France. Ouais, ils vivent. Oui, ils vivent. C'est-à-dire que même si, comme nous, ils ont des crises économiques, ils ont des difficultés financières, des choses comme ça, à 5 heures, ils vont au bar, ils vont manger des tapas, ils vont vivre. C'est ça sort, ça vit. Alors qu'en France, on va... Si c'est une impression parce qu'on est français et qu'on s'autocritique, ou si c'est parce que du coup, quand on va à l'extérieur, on voit autre chose. Mais c'est vrai que moi, c'est l'impression que j'ai, en voyageant beaucoup et tout ça, j'ai l'impression qu'on est très épargnant. Ouais, ça oui. Mais en termes d'investissement, on te dit que c'est pas forcément le mieux d'épargner. Il vaut mieux investir qu'épargner. Mais on a quand même cette conscience-là de pas non plus tout gaspiller. Mais peut-être qu'on est un petit peu trop dans cet extrême-là et qu'on a oublié un peu le 5 à 7 et que un petit peu là d'être... Voir les choses avec beaucoup plus, que ce soit plus léger. Vivre, parce que quoi qu'il en soit, on va faire son contrôle sur ce qui va se passer demain. Et c'est bien beau d'épargner. C'est aujourd'hui, on vit. Ah, nous, on n'épargne pas, nous. Nous, on investit. Hein, on se crée des dettes. Mais c'est pour apporter du bonheur, donc ça va. Mais tu sais, c'est pas que épargner l'argent. Tu sais, des fois, moi, dans ma posture, je bosse beaucoup et je voyage beaucoup. Il y a des gens qui me disent oui, mais tes enfants, ta vie de famille et tout ça. Mais c'est peut-être pas forcément dans la quantité des moments. Donc, c'est pas ce que je vais comparer à l'épargne. Mais c'est plutôt dans la qualité en fait. C'est de se dire on va passer des moments de qualité à certains moments et par contre des moments de qualité à fond et de les vivre. Et plutôt que de se voir tout le temps et d'être tout le temps dans la même routine, c'est de se dire on se verra moins mais par contre quand on se voit on fait des choses en fait. Et surtout on est conscient du moment qu'on est en train de vivre et on le vit pour de vrai. C'est ça. Alors je rebondis parce que moi à l'époque où j'étais dans la maison individuelle, mes enfants me voyaient jamais et quand je prenais les vacances, on est allé à Londres, on est allé à Rome et tout, c'était des moments hyper intenses. Et je partais du principe que c'était l'intensité qu'on allait donner à ce moment-là qui allait vraiment faire du souvenir. Voilà, on se donne à fond et on est disponible que pour eux. Et ça, par contre, à aujourd'hui, j'en ai une qui a 21, l'autre qui a 18 et le dernier qui a 8, ils se rappellent. Est-ce que tu peux comme question le résultat, ouais. Que d'avoir passé tous les jours juste à faire le goûter et... Parce que ça ne les retienne pas, c'est devenu une routine. Ouais. Que de sortir en gros de ses habitudes et hop, on sort, on bouge et on se crée vraiment des souvenirs, ça fonctionne. C'est ce que je fais et je suis content d'avoir un retour de quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est les plus beaux souvenirs. Aujourd'hui, il s'en rappelle encore. Hein. Donc, la mouette. Le 7. Alors, le 7, c'est une forte capacité d'analyse. Voilà. C'est quelqu'un qui va lire 2 livres et qui va réussir à faire les liens entre les deux. Mais en gros, un 7 en commerce, j'en avais eu recruté, il veut trop être pointu. Ouais, le chemin de vie 7, c'est comme ça. Elle dit ça pas. Non. Mon père était un chemin de vie 7, enfermé dans un 7. C'est en gros, ils ont une maison au Cap Ferret, ils sont à 30 mètres et on va faire la pêche à pied. Okay. Voilà, donc on va chercher les palourdes, les couteaux, c'est génial. Hein, sauf que quand on part avec mon père, il y a un objectif, 200. Voilà. Et tant que tu n'as pas les 200, tu rentres pas. Voilà, il était prof de sciences économiques. Donc dans les maths, le 7, c'est un peu le bleu dans le disque de Marston. Quand il s'enferme là-dedans, après c'est génial, hein, un 7, il va vachement t'apprendre et tout, mais par contre un 7, s'il a décidé de faire l'ours et d'être de son côté un petit peu, parce qu'il a besoin de temps que pour lui, il faut l'accueillir, c'est le 7. Mais c'est un très bon nombre. Tu as parlé d'un truc que moi je trouve hyper vrai, et tu as utilisé le terme que j'utilise dans ma tête, que je vais faire d'ailleurs une vidéo là-dessus, c'est l'intensité. Et moi j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est comme ça que je fais du sport aujourd'hui, et que je fais beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va mettre beaucoup de temps à le faire, par rapport à quelqu'un qui va le faire avec intensité. Donc par exemple, 10 tâches à faire dans ton poste ou dans ton truc, celui qui va le faire en une journée, qui va faire les 10 tâches en une journée, aura un momentum, je sais pas c'est quoi la loi scientifique là, mais que celui qui va le faire en 10 jours. L'intensité, je trouve qu'on sous-estime trop l'intensité dans tout ce qu'on fait. Donc
la relation avec les enfants, mais je parlais de faire du sport, dans beaucoup de choses. Alors je sais pas si c'est moi et mon tempérament, mais ce côté de se dire faire les choses avec intensité. Quitte après derrière à se reposer, quitte derrière à se dire j'ai bossé de 8h à midi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire de la journée, je l'ai fait avec haute intensité, plutôt que de dire je vais faire de 8h à 17h parce qu'il faut que je fasse mes horaires. Et d'ailleurs, c'est même des trucs que je dis à mes équipes. Je dis moi, je m'en fous que tu partes à midi ou à 13h, je ne suis pas en train de compter les heures. Fais ce qui doit être fait en fait. Et au plus tu vas mettre, c'est mon avis, au moins de temps tu vas mettre à le faire, tu vas le faire avec de l'intensité, au plus tu vas créer un truc, je ne sais pas c'est quoi, qui marche bien. Donc, je rebondis. Et c'est quoi ton mindset? Qu'est-ce que tu vends? 21 4 heures de sport. Voilà, et c'est de l'intensité. T'es incroyable. C'est pas vrai? C'est ce que tu vends. C'est normal que ça résonne avec ce que tu dis. Ouais. Tu es en plein dans ton alignement. Tu vends de l'intensité, à quoi ça sert? Tu fais en temps. Déjà, nous, on est sur l'ouverture d'Elbi. J'ai ma checklist. Le matin même, tout était réglé. C'était fini. Et toi, ton mindset, c'est on fait en intensité, c'est fait, on gagne du temps pour faire autre chose. On vend quoi? De l'Iron Body Fit. En 25 minutes, on fait 4 heures de sport. Ouais, c'est exactement ça. Et le peu de temps qu'on passe avec nos adhérents, on est présent à 100%. Tu sais, là, tu me donnes des... Parce qu'en fait, cet exercice vidéo, c'est une introspection, en fait. Où tu essaies de comprendre qui tu es en parlant. Et je pensais... Et les enfants au séminaire, je liquais l'ikigai. Et en fait, au plus j'avance ces derniers temps, au plus je me pose ces questions, au plus je me dis, mais j'ai envie de rien d'autre. Tu vois, là, tu viens de me donner un truc, là, tu viens de m'envoyer en pleine face. Mais c'est génial, merci. Appuyez sur le bouton, c'est le don de l'Evo. Mais c'est parfait, parce que là, tu viens de m'envoyer en pleine face que dans ce que je suis, dans mon être profond, où je te dis que je veux mettre de l'intensité avec mes enfants, et que peut-être je ne vais pas le voir pendant 3 mois, par contre, on va passer 4 jours où je vais les régaler. Et en fait, c'est aligné avec le business qu'on a monté. Mais oui, donc tu es aligné. Ouais. Donc ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. Tu as tout là aujourd'hui. Dans un produit qui en plus te colle à la peau, puisque c'est ça. Donc tu es à ta place. Baffe de vie. Ouais. Tu t'y attendais pas. Non, je ne l'ai pas vu venir. Là. Mais elle était belle. Elle va rester. Tu vas peut-être... Non, c'est hyper important. Il faut savoir que ce que tu vas exprimer, c'est ce que toi, en fait, tu n'as pas conscience. Donc, quand tu m'expliques tout ça, moi, je vois ce qui résonne et ce qui sort. Et du coup, je t'appuie dessus pour que tu en prennes conscience. Et c'est hyper important. Pour cette leçon, pour conclure, aujourd'hui, dans tout ton parcours de vie, vu que tu es multipotentiel, ça serait beaucoup présumé de penser que peut-être tu vas faire les 20 prochaines années avec Iron Fit. Peut-être ça va être une des pattes de ta vie. Mais aujourd'hui, par rapport à Iron Fit, là, tu vois, on vient de parler pour moi. Tu as parlé d'entrepreneuriat, donc il y a le côté entrepreneur là. Ce qui, dans Iron Fit, te pousse à ouvrir un deuxième, un troisième. Quel est en quelques mots, en un mot, en une phrase, ce truc-là qui te... Alors, pour moi, Iron Body Fit, ce que j'aime, c'est l'accompagnement. C'est moteur. Il y a de l'entraide. Quand on a besoin d'un renseignement, n'importe quoi, on a les groupes, tout le monde s'entraide. Il y a vraiment cette histoire de meute. Tu dis meute, moi je suis plutôt pour communauté, parce que c'est une communauté de meute, tu vois. En anglais, je dis communauté. Ouais. Meute, en anglais, ça... Ouais, du coup, ouais, c'est vraiment une communauté, mais vraiment une communauté d'entraide. Dès qu'on voit qu'il y en a un qui ne va pas, hop, on répond, on se tient au courant. Et ça, je trouve que c'est la force du réseau. En plus, on a un super chef qui vibre dans son truc, donc on est bien, c'est moteur. Je suis un membre de la meute. Avec un rôle spécifique. Le loup. Sarah, je te remercie beaucoup pour ton intervention et pour ta petite baffe, je suis content. De rien, merci beaucoup.